Monsieur, la guerre ça a bien un coût. Oui, bien sûr. Qui a financé Hitler pour pouvoir faire la guerre? Écoutez, premièrement, vous allez m'enlever ce foulard. On est dans une école laïque ici. La question posée ici est qui a financé Hitler et qui lui a permis de faire la guerre? À l'école, on a trop souvent l'habitude de traiter les sujets à la surface. Mais nous, on a pour habitude de traiter les sujets en profondeur et de ne pas avoir peur de trouver des noms. Vous savez, ces noms qui ont un peu l'effet Voldemort. On ne prononce pas son nom. Ouh, on se refuse de prononcer. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles. Rothschild, Rockefeller sont les noms qui nous permettront de répondre au mieux à cette question. L'empire des Rothschild est le plus puissant empire financier qui ait existé et il est en mesure de contrôler les gouvernements dans les coulisses. La famille fut tourmentée par la polémique entourant John D. Rockefeller, le roi de la Standard Oil. Considéré comme un prédateur impitoyable et le mal incarné, il a bâti un empire industriel et s'est constitué une fortune personnelle d'une ampleur sans précédent. Faut savoir que l'Allemagne en 1934 n'avait pas de ressources pétrolières. Autant vous dire que pour une guerre moderne mécanisée, le plan il tombe à l'eau. Et c'est là qu'intervient le savoir-faire de la Standard Oil, tenu par les Rockefeller. Ces accords passés en 1930 avec la société IG Farben ont permis à l'Allemagne de pouvoir développer l'essence de synthèse, utilisée par la machine de guerre, développée par hydrogénation, grâce au plomb tétraéthyle. La Standard Oil n'a pas été la seule firme américaine à avoir affiché ses ambitions. Dès lors, on retrouvera American IG, qui a produit des matériaux de guerre, la firme Dupont, qui ont répondu à un besoin de plomb tétraéthyle. On a la firme ITT, qui produisait des avions, Focke-Wulf, General Electric. On a les sociétés Ford et General Motors, qui eux étaient les plus grands producteurs de charrettes de camions. Ford, lui, mouillé jusqu'au cou, médaillé pour service rendu. La Croix de l'Aigle, décoration nazie. La Banque Morgan, qui est à l'origine du plan de Zion, permis à l'Allemagne d'après-guerre de se reconstruire, et par conséquent aider ceux qui financeront par la suite Hitler. Et la propagande nazie alors? Ivy, fondateur des relations publiques, américain et employé des Rockefeller. C'est marrant que même les fonds de la propagande nazie ne trouvaient pas leurs origines en Allemagne. Pourquoi retrouve-t-on les intérêts américains en Allemagne nazie pour leur faire la guerre par la suite? Rothschild, à travers les notes de Bill Steele, George Wheeler, William Guy Carr, Frederick Morton, Edwin Seeknot, Richard Lewinson, John Gunther et les déclarations de Louis McFadden. Rockefeller, Morgan, qui ont eu un rôle essentiel lors de cette guerre, n'étaient que des agents employés de Rothschild. Donc du coup, on arrive à la triste conclusion que Rothschild a contribué aussi à sa façon à l'ascension d'Hitler. Rothschild a deux particularités. La première particularité est que toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à cette guerre, de Morgan à Rockefeller, ont tous des liens avec Rothschild. La deuxième particularité, c'est que Rothschild, grand banquier allemand, s'avère et serait la maître de confession juive. Comment se fait-il qu'il se retrouve derrière ceux qui financent Hitler, qui lui déportent des juifs par wagons entiers? C'est sans doute la question que vous vous posez. Mais dans ce même cas de figure, nous retrouverons les banquiers Warburg, Jacob Schiff, Oppenheimer. Inutile de préciser que tous ont des liens très étroits avec Rothschild. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que l'on nous cache? Et comment se fait-il que ces noms, Rockefeller, Rothschild, sont pour la plupart jamais enseignés dans les établissements scolaires? Lorsque vous tapez sur le net Rockefeller Finance ou encore Rothschild Finance, on voit quel nom affiche la saisie automatique. Monsieur, pourquoi les Américains ont soutenu, voulu et financé l'Union Européenne alors qu'elle était censée leur faire concurrence? Excellent. Bon, là, on ne peut réellement plus travailler dans ces conditions. Deux traités nous permettront de saisir l'envers du décor. Premier traité, le mécanisme européen de stabilité, qui consiste à mutualiser les dettes, payées pour les autres. Ce fut le cas pour la crise grecque, provoquée par une banque américaine. Nous, on emprunte, donc on s'endette pour stabiliser la Grèce. Et nos impôts servent à rembourser la dette auprès des mêmes banques qui l'ont créée. Le deuxième traité est celui du libre-échange, appelé pour l'Europe marché transatlantique.
Ce même traité de libre-échange que les États-Unis ont signé avec les îles Hawaï, les îles Carolines et les îles Mariannes. La question que je me pose, pourquoi ne pas nous avoir clairement dit que la construction de l'Union européenne était un projet américain? Ça expliquerait pourquoi certains hauts postes en Europe sont attribués à d'anciens banquiers américains. Ça expliquerait pourquoi les membres de la Commission européenne sont en grande majorité diplômés en Amérique. Et que les think tanks, qui réfléchissent à la place des peuples, sont eux-mêmes financés par des entreprises américaines. Ce qui expliquerait d'ailleurs les dires de De Gaulle et de Mitterrand. Et pour finir, avec le marché transatlantique, on se gêne même pas de nous dire que la France a sauvé l'exception culturelle. Le plus grand accord de libre-échange de toute l'histoire. Les discussions doivent commencer demain et elles ont déjà du plomb dans l'aile puisque la France, soutenue par la Belgique, la Grèce mais aussi la Hongrie, entend exclure le secteur audiovisuel des négociations au nom de l'exception culturelle. Intransigeante, isolée, la France ne semble pas vouloir céder sur l'exception culturelle. La France a eu gain de cause. Après 13 heures de négociations à Luxembourg, les 27 se sont mis d'accord pour exclure le secteur audiovisuel du mandat de négociation commerciale avec les États-Unis. Pour l'heure, le fameux principe d'exception culturelle a tenu bon. Si par exemple l'exception culturelle n'existait plus, beaucoup de films ne se feraient plus, beaucoup de salles ne marcheraient pas comme une salle, etc. Des cinéastes ne travaillaient pas, les acteurs ne travaillaient pas. Ils veulent qu'il n'y ait pas de régulation, qu'il n'y ait rien, et ça casserait, l'exception culturelle veut dire ça casserait les aides nationales. C'est planifié par le frétillant Monsieur Barroso, qui, je pense, pour des raisons personnelles d'agenda, guignant les Nations Unies, est en train de se vendre aux Américains et de se trahir par rapport à ce qu'il nous a toujours dit. Je veux bien, mais où est passé tout le reste? Si tous les pays adhérents à l'Union européenne, fortement désirés par les États-Unis, se mettent en crise, qu'adviendra-t-il de la dette, de nos impôts? Pourquoi tous les requins se sont-ils rendus en Grèce? Parce que tout le monde a compris que si la Grèce tombe, le Portugal tombe, la Belgique tombe, l'Irlande tombe. Qui trinquera? Monsieur, quel est le lien entre la Révolution française et la franc-maçonnerie? Well done. Écoutez, je pense que là n'est pas la question. Fight. Mais il y a un lien évident, non? Impressive. La question que je me pose c'est, est-ce que l'école a pour intention de nous expliquer un jour le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution française? Ou cela doit-il être caché? Peut-on nous expliquer pourquoi la franc-maçonnerie, dès 1787, s'est affiliée avec des brigands et des malfaiteurs de profession? Peut-on nous parler des abus du Parlement qui n'hésitaient pas à se mettre en grève et à ruiner l'économie? On nous a toujours parlé du slogan républicain, sans jamais nous parler du décret Allard, la loi Chapelier et la loi des suspects, qui sont en totale contradiction. Et pour finir, est-ce si étonnant d'apprendre que l'école a naturellement été récupérée par la franc-maçonnerie? Jusqu'à un certain Jules Ferry, franc-maçon, et détail qui semble avoir échappé à nos manuels scolaires, raciste. Monsieur, pourquoi les journalistes de la télé traînent toujours avec les grands patrons et les politiques? Mais vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Par exemple, vous connaissez pas les dîners du siècle place de la Concorde? Well done. Ah non, je ne vois pas de quoi il s'agit. C'est quoi? Encore, cette réaction du prof peut se comprendre. Mais quand il s'agit de ça... Tu connais pas le dîner du siècle? Le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, vous vous foutez de moi là? À l'Automobile Club de France, place de la Concorde. Place de la Concorde. Ou de ça. Hier, il y avait le dîner du siècle, hier. Il y avait le dîner du siècle, et toutes les élites, il y avait Nicole Nota. Vous devez connaître Nicole Nota? Non?
T'es branché complot, quoi. Hein? T'es branché complot, quoi. Non? C'est ce que elle y était? Là, il y a une révolution, c'est pas un complot, là. Il y a une révolution. Ouais, et nous, on est révolutionnaires. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Je pense que l'un ne doit pas avoir base sur l'autre, notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. TF1 n'est pas le genre de chaîne à relayer une information qui compromet un tant soit peu l'image de son investisseur. Et ce, même si c'est une affaire concernant l'avenir du pays. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a relevé des anomalies dans le ferraillage du béton. La banque JP Morgan détient elle aussi des parts du capital de TF1. Elle ne sera jamais désignée par la chaîne comme le cerveau du scandale Findus, comme responsable des derniers scandales bancaires du Vatican et ses retraits de carte bleue, ou comme responsable de la hausse de nos factures électriques. Exclusivement présentés sous leur titre universitaire, l'intellectuel et l'économiste ne sont que très rarement présentés comme représentants des intérêts des banques, même s'ils y siègent en tant qu'administrateurs et qu'ils sont rémunérés par ces mêmes banques. Au point que les mêmes qui n'ont pas vu arriver la crise sont les mêmes que l'on invite pour pouvoir la commenter. La question que je me pose, si économiquement tous s'accordent, le désaccord politique est-il bien réel? Dans un milieu où tous fréquentent les mêmes endroits, l'idée de promouvoir une pensée unique peut vite émerger. Et cette idée supporterait-elle la contradiction? Et d'autre part, en faisant ça et en s'endettant, de permettre à ce que les détenteurs de monnaie internationale à l'échelle mondiale, je suis d'accord avec Jacques Attali. Bon ben, peut-être qu'on peut encore penser par nous-mêmes. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. Quoi? Non. Mais malgré tout, si les médias ont pour mot d'ordre le silence en privé, pourquoi ne l'auraient-ils pas en public? Sur ce, c'est encore à vous de choisir. Soit vous choisissez la pilule bleue. Oui, mais ça aussi, hein. Si c'était vrai, ça serait, hein. Ok. T'as tout compris. Regarde par ici. Vous choisissez la pilule rouge.